l'évolution de la migration et du rôle que peut avoir ce comportement dans l'évolution de nouvelles espèces. Alors, sans plus attendre, si on regarde la variation géographique de la richesse spécifique des oiseaux, donc c'est une figure qui est déjà apparue hier dans le talk de Marius, d'ailleurs c'est sa figure, et on voit que cette richesse spécifique, eh ben, elle est distribuée de façon hétérogène à la surface, sur la surface de la planète. Et une autre façon d'observer cette richesse spécifique, c'est en regardant un gradient de diversité latitudinale. C'est-à-dire que cette fois, on va regarder la richesse par tranche latitudinale. Et là, ce qu'on voit de façon assez évidente chez les oiseaux, c'est que les oiseaux sont plus diversifiés dans les zones tropicales. Alors, c'est le cas chez les oiseaux, mais c'est aussi le cas chez la plupart des vertébrés, mammifères, reptiles, amphibiens. Ces groupes se sont plus diversifiés sous les latitudes tropicales. Et chez les oiseaux, la plupart des ordres ne dérogent pas à cette règle. Si on regarde par exemple quelques ordres comme celui des pisciformes, on a quand même plusieurs centaines d'espèces, et vous voyez les petits points orange, ça représente la position médiane de distribution d'une espèce. Et ben, on a un gradient de diversité latitudinale qui est centré vers les tropiques. C'est le cas chez cet ordre, et comme je vous disais, pour la plupart des ordres, ici chez les caprimulgiformes, on a quelques espèces migratrices, certes, qui sont illustrées par ces points rouges et bleus reliés par un trajet migratoire en vert, mais globalement, la plupart des espèces, elles se trouvent dans les latitudes tropicales. Et il y a un ordre qui déroge un peu à cette règle, c'est celui des charadriformes. Les charadriformes, si vous voyez un peu c'est ce groupe qui se compose à la fois de tous les limicoles, bécassos, chevaliers, mais aussi les alcidés, dont Manon a parlé juste avant, les laridés, mouettes, ternes, mais quelques groupes annexes, les courvites, les jacanas, les turnix, tout ça ensemble, ça forme les charadriformes, près de 400 espèces, et on voit qu'on a un gradient de diversité qui est un peu atypique, qui est biaisé vers les zones intérieures, vers les zones tempérées et les zones arctiques. Et ça, bah, c'est lié au fait qu'on a une très grosse proportion d'espèces migratrices au sein de cet ordre. Et on va se demander, hein, pendant cet exposé, quel rôle a joué la migration dans l'établissement de ce gradient de diversité, comment ça se fait qu'on a ces espèces qui se retrouvent à ces endroits-là, et comment l'évolution de la migration, ça a un peu permis cette redistribution des espèces. Et avant d'aller plus loin dans la résolution de cette question, on va faire un petit aparté sur l'évolution de la migration, comment la migration émerge, et on va un peu retracer l'histoire scientifique qu'il y a derrière la découverte de comment la migration a évolué. Et donc, tout ça, un peu, ça part de deux grands scénarios biogéographiques qui ont été présentés dans la littérature scientifique il y a assez longtemps. Et le premier, il est appelé Southern Home Theory, ou hypothèse d'origine tropicale, et on suppose que la migration ait évolué à partir d'un ancêtre qui était résident sous les tropiques, qui aurait décalé progressivement son aire de reproduction vers le nord, tout en revenant quand même passer l'hiver sous les tropiques. Et donc, avec ces déplacements de distribution, on a eu on a vu l'apparition d'un comportement de migration partielle, un peu comme un état intermédiaire, et progressivement, on a eu ces deux aires de distribution, de reproduction et d'hivernage, qui étaient complètement disjointes, et l'apparition d'un comportement de migration stricte. De façon opposée, on a le scénario de Northern Home Theory, où, pardon, où cette fois, on part d'un ancêtre qui était résident en zone tempérée, et la migration serait apparue par cette fois un décalage de l'ère d'hivernage vers le sud, mais tout en revenant quand même passer l'été dans les hautes latitudes pour se reproduire. Et là, même schéma, apparition d'un comportement de migration partielle et progressivement une disjonction entre les aires de reproduction et d'hivernage. Derrière ces mécanismes géographiques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée que les auteurs ont proposé que pour quitter les tropiques, bah, peut-être que les oiseaux, en fait, ils allaient chercher moins de compétition en dehors des tropiques. Quand vous êtes sous les tropiques, il y a beaucoup d'espèces, c'est difficile de trouver des endroits pour nicher, difficile de trouver de la nourriture, et peut-être que on a évolué vers un comportement de migration parce qu'on avait cette volonté d'aller voir ailleurs s'il n'y avait pas un peu moins de compétition. Mais aussi pour aller trouver plus de ressources, parce qu'en dehors des tropiques, vous savez que pendant l'été, il y a des très grosses variations de ressources, et il y a une quantité de ressources disponibles qui a peut-être un peu stimulé l'évolution de ce comportement migratoire. À l'inverse, pour l'hypothèse d'origine tempérée, là, la migration a peut-être un peu plus évolué comme une contrainte, c'est-à-dire que ça a évolué de façon à pouvoir davantage survivre, éviter des conditions climatiques qui étaient trop difficiles et des ressources limitées.
Mais dans la littérature scientifique, c'est vraiment cette première hypothèse qui a été la plus retenue et on en a parlé, qui a vraiment été davantage sur le devant de la scène. Et c'est notamment lié au fait que les connaissances en écologie sur la connaissance des espèces tropicales a vraiment augmenté à la fin du XXe siècle. Et par exemple, ici, il y a des auteurs qui se sont rendus compte que dans le système américain, les oiseaux migrateurs avaient tendance à s'associer aux espèces sédentaires sous les tropiques en dehors de la période de reproduction. Et ils se sont dit qu'en fait, c'était peut-être, ils ont supposé que c'était peut-être lié au fait qu'ils avaient toute une origine commune et une origine tropicale. D'un autre côté, il a été mis en évidence de nombreux mouvements altitudinaux chez les espèces tropicales. Typiquement ici, chez les colibris, chez plusieurs espèces, on a mis en évidence des mouvements altitudinaux très marqués et ces mouvements ont été vus comme potentiellement un comportement précurseur qui aurait permis à ces espèces d'aller chercher, d'aller quitter les tropiques pour aller coloniser les latitudes supérieures. Mais tous ces mécanismes, ils ont été un peu remis en question ces dernières années et de nouveaux auteurs ont proposé plus d'avoir une vision un peu indépendante de l'origine biogéographique des lignées. Ils ont voulu plus se centraliser sur cette question d'augmentation de la saisonnalité et de voir que, bah, à un endroit donné, à n'importe donné, si vous êtes dans un environnement dans lequel il n'y a pas de variation et que au cours de l'histoire, on a un rythme saisonnier qui apparaît, on a un hiver qui devient trop rude, et ben, une des seules façons de pouvoir rester dans cet environnement, c'est en partie d'évoluer vers un comportement de migration. De la même façon, si vous êtes une espèce sédentaire à un endroit donné et que dans un endroit qui est peu saisonnier, mais que vous vous dispersez pour coloniser un endroit qui est saisonnier, une des seules façons de le faire, c'est aussi par l'évolution d'un comportement de migration. Et avec mes collègues, on s'est dit qu'au final, quand même, bon, on était vraiment d'accord avec ces hypothèses, mais ce côté géographique, ça nous allait quand même pas mal. Parce que si on regarde l'évolution, euh, comment l'évolution géologique de la Terre, on voit qu'à la surface de la Terre, il y a eu une baisse de la température très marquée au cours des dernières dizaines de millions d'années. Alors, je ne vous parle pas des dernières dizaines d'années, des dernières centaines d'années, je vous parle là des dernières dizaines de millions d'années. Et ce refroidissement global, il a eu des conséquences importantes, notamment sur la redistribution des habitats et notamment sur la redistribution de l'habitat tropical. Il faut savoir qu'avant, il y avait des forêts tropicales très haut en latitude, et c'est illustré ici par la couleur orange, jusqu'à par exemple, jusqu'en Scandinavie, on avait des forêts tropicales. Et ce refroidissement global a fait que l'habitat tropical s'est progressivement réduit aux latitudes où on le connaît aujourd'hui, à savoir centré autour de l'équateur. Et tout ça mis ensemble, eh ben, avec nos scénarios évolutifs de la migration, on voit que ça se tient plutôt pas mal. Typiquement, dans le cas de ce scénario de Southern Home d'origine tropicale, eh ben, on voit que que ça pourrait correspondre à des événements de dispersion et d'installation dans des environnements saisonniers, dans lesquels il a fallu évoluer vers de la migration. Et en plus, c'est des environnements où il y avait moins de compétition potentiellement, parce qu'ils étaient laissés vacants par le fait que les biomes tropicaux se soient retirés. De façon opposée dans la Northern Home Theory, là aussi, eh ben, cette fois, on n'est pas sur un résident dans une zone tempérée. Peut-être c'était un environnement qui était tropical à l'époque, dans les hautes latitudes, mais que le fait que l'espèce ait réussi à se maintenir dans cet environnement, c'est lié à l'augmentation, au refroidissement global et donc à une adaptation nécessaire par l'évolution du comportement de migration. Bon, voilà, on a fait un peu le tour des hypothèses qui régissent l'évolution de la migration. Et maintenant, on va réappliquer ça au cas des charadriformes et à notre question de pourquoi les charadriformes sont répartis de cette façon et pourquoi ils présentent un gradient de diversité si atypique. Alors, pour répondre à ce genre de questions, on a besoin de connaître l'histoire évolutive du groupe qu'on étudie. Et l'histoire évolutive des charadriformes, on la retrouve sur un arbre phylogénétique. Un arbre phylogénétique, on utilise à peu près le même vocabulaire que pour l'arbre qui est la plante, à savoir qu'on parle de branches et de nœuds. Et ces branches, ici, vous voyez, bon là, c'est l'arbre, un arbre un peu simplifié, il n'y a pas les 400 espèces, ici c'est représenté avec les genres, mais ces liens de parenté entre espèces, entre genres, ici, elles sont estimées grâce aux données moléculaires. Et on arrive à estimer les temps de divergence entre ces espèces, entre les lignées, les séquences d'espèces, grâce aux registres fossiles. C'est-à-dire qu'on va calibrer avec les fossiles qui ont été découverts les temps de divergence. Avec cette histoire évolutive, on va pouvoir reconstruire l'évolution
de ce qui nous intéresse, à savoir les traits. Un premier trait qui nous intéresse ici, c'est le comportement de migration. Et on va utiliser une variable catégorielle. Donc, dans notre cas, on définit si les espèces, si les charadriformes, les différentes espèces sont sédentaires, migratrices partielles, migratrices strictes. Et avec ces modèles-là, je vais pouvoir estimer la probabilité que l'ancêtre commun à plusieurs espèces soit sédentaire, migrateur partiel, migrateur strict. De la même façon, je vais pouvoir faire ça aussi avec la géographie. Exactement avec le même type de modèle, je pars de l'information de la distribution actuelle des espèces. Est-ce que actuellement telle espèce est présente en Afrique, en Amérique du Sud? Et à partir de ça, je peux avoir une idée, avec une certaine incertitude bien sûr, mais de la distribution des ancêtres des espèces actuelles. Voilà, et quand on utilise tout ça, tous ces modèles mis ensemble, on obtient chez les charadriformes ce genre de résultat. Alors ça peut faire un peu peur à première vue, mais en fait c'est assez simple. Il faut juste savoir que l'information, elle est présente sur la couleur des branches et sur la couleur des nœuds, les petits cercles. Et donc typiquement ici, vous voyez, j'ai un peu réduit à l'échelle des scolopaties, donc ces sclades qui se composent principalement de tout ce qui est bécasseau, chevalier. On estime que l'ancêtre des scolopaties, il était sédentaire en zone tropicale et qu'on a un événement majeur, donc que je vais représenter ici à l'aide de ces flèches. On a eu un événement de déplacement en dehors des tropiques qui coïncide aussi avec l'apparition du comportement de migration. Et ça a été dans un sens, mais ça a été aussi dans l'autre. On voit qu'après, plus vers 30 millions d'années, on a eu un retour vers les tropiques. Et ça, c'est pas fini. Il y a eu aussi encore un dernier événement de ressortie des tropiques. Et là, je ne suis pas sûr, je vous parle de l'ère de distribution, de reproduction, et vous voyez de façon opposée, en effet miroir, vous avez l'ère d'hivernage en face, et là on voit globalement qu'il y a eu beaucoup moins de labilité. On a vraiment eu de la labilité évolutive sur l'ère de reproduction et très peu sur l'ère d'hivernage. Si je replace un peu ça dans un contexte, la place de ces flèches et la couleur des flèches, les flèches bleues correspondant aux sorties des tropiques, les flèches rouges correspondant au retour vers les tropiques. Et on voit que l'émergence de la migration, qui est représentée un peu par ces flèches, chez les charadriformes, ça résulte la plupart du temps de dispersion à partir des tropiques vers des environnements de haute latitude et qui étaient des environnements saisonniers. Et ça coïncide assez bien avec notre hypothèse de Southern Home Theory, hypothèse d'origine tropicale. Mais dans certains cas, euh, on, on ne peut pas complètement exclure que pour certaines lignées, le scénario, on ne peut pas complètement exclure que dans certains cas, le cas que je vous présentais avant, vous voyez, on avait eu une sortie des tropiques il y a très longtemps, il y a avant 40 millions d'années, le refroidissement global, on n'en sait pas trop, enfin, on ne sait pas précisément où est-ce qu'il en était, donc peut-être que dans ces cas-là, les oiseaux, ils étaient déjà présents dans les latitudes, dans les hautes latitudes, et qu'ils ont juste dû s'adapter et que la migration est apparue pour leur permettre de rester à des latitudes qu'ils avaient déjà colonisées. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces deux scénarios, qu'on a toujours cru comme, enfin, ils ont souvent été considérés comme opposés, l'un tentant d'expliquer l'évolution de la migration de façon générale, on voit qu'ici, typiquement dans le cas des charadriformes, ils sont tout à fait non exclusifs et ils ont potentiellement tous deux contribué à l'évolution de la migration saisonnière. Et maintenant, si je reviens un peu... Pardon. Avec l'histoire dont je vous parlais de refroidissement global, cette contraction des milieux tropicaux, elle a notamment permis l'expansion d'autres milieux, les milieux de type taïga, toundra, steppe, des milieux ouverts qui correspondent exactement aux milieux utilisés par les charadriformes pour se reproduire. Et on a les charadriformes qui se diversifient, qui colonisent des hautes latitudes, c'est vraiment en lien avec les épisodes... Tu peux juste répéter la dernière phrase, ça a lagué. Ah, bien sûr. On voit que les épisodes pendant lesquels les charadriformes se sont le plus diversifiés, mais aussi qui ont colonisé davantage les latitudes supérieures, ça correspond aux épisodes de refroidissement les plus marqués et qui correspondent certainement avec l'expansion de ces milieux ouverts dans lesquels ils se reproduisent. Ça peut être donc une opportunité écologique majeure pour ce clade. Et donc, chez les charadriformes, l'évolution du comportement migratoire pourrait leur avoir vraiment permis de quitter les tropiques et de se diversifier largement dans des nouveaux milieux laissés vacants. Mais ça ne s'arrête pas là.
Parce qu'on peut voir chez les charadriformes et chez d'autres espèces en général que des fois la migration, le comportement de migration peut être un moteur supplémentaire à l'évolution de nouvelles espèces. Euh, on va juste vite fait aborder cette question. Typiquement, le rôle de la migration, en quoi ça peut aider à découvrir de nouvelles zones de nidification. Alors ça a été mis en évidence vraiment dans de très rares cas, parce que c'est des processus qui sont forcément difficiles à visualiser à échelle humaine et ils ne sont pas toujours évidents à distinguer. Et là, dans le cas de ces hirondelles, donc vous voyez, c'est des hirondelles rustiques, hein, typiquement comme on a chez nous, qui migrent de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Et dans les années 80, on a une population qui s'est sédentarisée sur son aire d'hivernage, et après quelques années, elle s'est mise à migrer en sens inverse. Et si bien qu'on a eu un décalage complet de la phénologie de ces deux populations, et ça marque un peu le début du processus de spéciation, à savoir que ces deux populations, elles n'ont plus rien en commun, elles vont se différencier et potentiellement ça pourrait créer, après une certaine période de temps, de nouvelles espèces. Et chez les charadriformes, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que si on regarde la distribution des espèces de charadriformes, on se demande si, dans plusieurs cas, on n'a pas eu des implantations sur des aires d'hivernage d'espèces migratrices qui auraient pu engendrer l'évolution d'autres espèces. Ici, dans le cas des bécassines, j'ai pris 4 exemples, j'ai illustré quatre espèces. Ce n'est pas vraiment celles-ci qui ont illustré, on ne sait pas si ce sont ces espèces qui ont donné celles-ci, etc., ou qui ont évolué qui ont divergé de cette façon, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des espèces dans l'hémisphère nord qui sont des grandes migratrices, la bécassine de Wilson, Gallinago delicata, la bécassine des marais en Eurasie, et que si vous regardez à la limite de leur aire d'hivernage, eh ben, on retrouve d'autres espèces sédentaires, cette fois, qui ont colonisé l'hémisphère sud. Et c'est le cas de la bécassine sud-américaine et de la bécassine africaine, mais il y a plein d'autres espèces qui sont dans ce cas-là. On a des répartitions assez particulières de bécassines, de sédentaires, vraiment dans des zones restreintes de l'hémisphère sud. Et on peut se demander si on n'a pas eu une évolution, une implantation comme ça sur l'aire d'hivernage. C'est le cas sur ces bécassines, et on parle d'espèces qui sont cette fois sédentaires dans l'hémisphère sud, mais des fois on a aussi des espèces migratrices. C'est le cas par exemple chez les grands labs. Vous voyez ici, les grands labs, il y a 4 espèces, globalement il y en a une que je n'ai pas représentée, qui niche au Chili, mais qui a à peu près la même distribution que le lab antarctique, on va dire, le grand lame antarctique. Et ces oiseaux, ils nichent principalement dans l'hémisphère sud, mais il y en a quand même un qui va hiverner, le lab de McCormick, qui passe l'hiver dans les hautes latitudes. Et comme par hasard, il y a le grand lab qui, lui, a une aire de distribution inverse, qui niche dans les hautes latitudes. C'est le seul nicheur de l'hémisphère nord qui, lui, a une migration inverse vers le sud. Pour dire qu'on a une multitude d'exemples comme ça chez les charadriformes où la migration a pu permettre potentiellement de s'établir sur des quartiers d'hivernage ou de découvrir des nouvelles zones de nidification. Et je vais finir un peu ma présentation en disant que c'est vraiment assez intéressant, c'est une partie qui est vraiment assez intéressante, qui a été assez peu explorée jusque-là, le rôle de la migration dans l'évolution de nouvelles espèces. On a longtemps pensé que la migration, au contraire, ça avait tendance à homogénéiser les flux gènes, tous ces mouvements, ça avait tendance à empêcher les populations de se séparer. Et on se rend compte au final que pas tant, et c'est vraiment un domaine de recherche, je pense, qui va être intéressant d'étudier maintenant au cours des prochaines années. Et donc voilà, je vous dis merci à tous pour votre attention, et je remercie bien sûr les collègues qui travaillent avec moi sur ce projet, Sébastien Laverne, Fabien Condamine et Pierre-André Crochet. Merci beaucoup, Paul. Je vais te laisser remettre ta vidéo pour la séance de questions. Si tu peux laisser le partage d'écran. Je sens qu'on va revoir les arbres. Ok, alors attends, les génies et les nœuds. Voilà, me voilà. Super. Attends, je remets le diapo. Hop. Voilà, c'est bon, je t'écoute. Et alors, c'est parti. La première question de Jérémy Dupuis. Ne peut-on pas utiliser des espèces qui se reproduisent à la fois sur les zones tropicales où elles sont résidentes et dans l'hémisphère nord où elles sont migratrices? Il pense notamment aux hérons cendrés, hérons pourprés, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples, pour explorer ces théories-là. C'est vrai que c'est une bonne question. Je me suis jamais trop posé la question d'utiliser ces espèces qui sont vraiment
à distribution mondiale, mais il faudrait aussi peut-être avoir une information. Enfin, je pense que la limite, elle est aussi, est-ce qu'on a une bonne idée du mouvement de ces espèces qu'on appelle sédentaires dans les latitudes les latitudes tropicales? Est-ce qu'elles, au final, elles effectuent pas des mouvements? Voilà, je n'ai pas une réponse vraiment très claire à ta question, mais j'avoue que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être un peu regarder. Ouais. Alors, il y a Christophe qui demande comment la dérive des continents vient s'insérer dans l'histoire que tu nous as racontée là. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assez peu utilisé, qui est assez peu utilisé dans le modèle, parce que globalement, les continents, ils ont plus trop bougé à partir de 40-50 millions d'années. Dans l'histoire évolutive des charadriformes, la Terre, elle avait à peu près, les continents avaient à peu près la même tête qu'aujourd'hui. Disons plus qu'on on a juste plus de terre immergée, mais que globalement, les continents sont déjà à cette époque. Disons que quand j'utilise les bandes, ouais, Non, vas-y. quand j'utilise les bandes latitudinales, je pense qu'on a on n'a pas tant au final d'incertitudes liées à la dérive des continents. Ok.